Bonjour tout le monde et bienvenue dans la nouvelle saison de Yallah le podcast. Qui dit nouvelle saison, dit nouveau feu. Ici, on parle vrai, on va parler de santé mentale, de santé cérébrale, de société. On va parler de trauma, d'emprise, de transgénérationnel, mais surtout, on va parler de votre libération. Vous allez avoir des réponses, certainement des déclics, ou prendre des claques intellectuelles qui vont vous réveiller. En tout cas, si vous voulez avancer, si vous voulez vous éveiller, si vous voulez vous occuper de vous, prendre du temps pour vous, vous êtes au bon endroit. Je suis Aziza Hatif, thérapeute passionnée, un peu rebelle, vous le savez, et je suis surtout là pour vous aider à vous relever pour de vrai. Alors, je vous invite à vous installer confortablement et on y va pour ce premier épisode de cette nouvelle saison. Alors déjà, j'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes en train de faire une tâche, mais pas plusieurs à la fois, d'accord? Soit vous êtes en train de marcher, soit vous êtes en train de cuisiner, repasser, vous êtes peut-être en train de nettoyer, peu importe la tâche que vous faites, ou alors vous êtes installé au calme avec une boisson cool, ou alors vous êtes hyper sérieux, vous allez prendre des notes, mais soit je vous recommande d'écouter sans rien faire, soit une tâche qui vous accompagne. Voilà, maintenant que je vous ai donné les clés pour bien intégrer cet épisode, je vais vous raconter pourquoi j'ai repensé à refaire un épisode de Yallah le podcast sur l'auto-sabotage et le pourquoi on se sabote. C'est parti tout simplement d'une conversation que j'ai eue avec quelqu'un qui m'a dit « Tu sais, j'ai beau me répéter que j'ai tout pour réussir, à chaque fois je finis par me planter comme si j'avais un truc dans la tête qui voulait me voir échouer. » Et cette personne, elle me regarde et elle me dit « Mais c'est quoi ce truc qu'on a en nous qui nous empêche d'avancer ?» Et là, je lui réponds « Ça, c'est le grand mystère de l'auto-sabotage. C'est un réflexe qui nous fait appuyer sur le frein quand on rêve d'accélérer. » Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un acte de faiblesse ni de bêtise, c'est un mécanisme profond, souvent invisible, mais surtout hyper logique si on comprend comment fonctionne notre cerveau. Alors aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait replonger dans ce phénomène fascinant que j'avais abordé dans la première saison, qui touche tout le monde, même ceux qui ont l'air les plus solides. Et surtout, on va voir comment on peut s'en libérer avec un peu de science, avec des anecdotes et surtout, vous le savez, avec beaucoup de bienveillance. Alors, avant toute chose, il faut comprendre que l'auto-sabotage, ce n'est pas un comportement bête ou volontaire, c'est souvent une réaction automatique liée à notre système nerveux. Imaginez votre cerveau comme un ordi qui tourne en arrière-plan sur un système d'alerte. Et bien ce système, appelé le système limbique, qui comprend l'amygdale, l'hippocampe et d'autres structures, il est en charge de détecter le danger et de protéger votre survie. Et quand il capte trop de risques, il enclenche une réponse qui est soit la fuite, soit la lutte, soit l'immobilité. Sauf que dans nos vies modernes, actuelles, dans les pays safe, ce danger, il est plus souvent extérieur, donc il n'est plus du tout à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Il y a la peur d'être jugé, la peur d'abandonner ses proches, la peur de perdre ses repères. D'accord? Et même la peur d'être rejeté. Alors la conséquence, c'est que vous allez inconsciemment saboter votre réussite, vos relations ou votre bonheur, parce que votre système nerveux crie « Attention, danger !» Il met un grand panneau « Attention, danger !» Par exemple, j'ai reçu un homme, ingénieur, hyper intelligent, brillant, prometteur, mais chaque fois qu'un nouveau projet important arrivait pour lui, il procrastinait au point de tout rater. Et quand je lui demandais pourquoi, il me répondait qu'il avait peur de décevoir, que s'il réussit, on va attendre encore plus de lui et que s'il échoue, ce sera pire. Donc dans son cerveau, la peur de l'échec et la peur du succès sont liées à un stress chronique qui est vécu et qui a été vécu dans son enfance où il devait sans cesse prouver sa valeur pour ne pas perdre l'attention de ses parents. Et une fois qu'il a mis en lien les choses, il a compris que
il était en auto-sabotage et que c'était en réalité son système nerveux qui criait attention, danger. Mais l'auto-sabotage, il ressemble pas toujours à un sabotage visible. Là, lui, il le voyait, à chaque fois c'était le même pattern qui se reproduisait, donc au bout d'un moment il s'est dit ça suffit, il faut que je comprenne pourquoi. Mais parfois c'est plus subtil. Et c'est même presque imperceptible. Vous avez par exemple la fameuse procrastination, remettre à plus tard ce qui pourrait vous faire avancer. Vous avez également l'évitement, refuser une opportunité parce que ce n'est pas le bon moment. Vous avez le perfectionnisme qui est paralysant, refaire 10 fois le même truc en n'étant jamais satisfait. Vous avez les relations toxiques, choisies inconsciemment, rester avec quelqu'un qui vous tire vers le bas, qui vous épuise. Et vous avez, pour finir, la culpabilité de réussir, se sentir indigne ou légitime. Chaque forme cache une peur sous-jacente. Par exemple, la peur du calme et du bonheur. Eh bien, figurez-vous qu'il y a des études qui montrent que chez des personnes ayant vécu un environnement instable ou chaotique, le calme active le système d'alerte. Leur cerveau associe le calme à un danger silencieux et vient donc le saboter. Là, je suis sûre que vous vous reconnaissez, que certains, énormément d'ailleurs, se reconnaissent. Je pense à ceux qui ont vécu des relations chaotiques où il fallait se battre pour être reconnu, entendu, valorisé, etc. et qui tout à coup tombent sur quelqu'un qui les valorise, qui est calme, qui les encourage. Alors là, je vous invite à réfléchir à ce que je viens de vous expliquer. Par exemple, j'ai accompagné une personne qui a passé sa vie dans une famille où ça criait tout le temps. Crier était la norme. Et chaque fois que la maison devenait silencieuse, elle ressentait un malaise profond, elle avait peur, elle se tenait sur ses gardes. Elle était vraiment sur le qui-vive. Elle se souvient qu'elle n'arrivait pas à se détendre dans sa chambre étant enfant dès que c'était calme. Et à l'âge adulte, elle m'a expliqué avoir refusé une promotion qui aurait apaisé sa vie financière parce que pour elle, ça aurait signifié trop de changements, changer d'air et perdre ce qu'elle connaissait. En fait, sa vie financière améliorée, ça signifiait le calme. Mais le calme, lui, inconsciemment, il lui faisait peur. Et une fois qu'elle a compris que c'était lié à ce qu'elle avait vécu dans l'enfance et qu'il fallait toujours se battre, elle a délié, en fait, elle a dézoomé sur ce qu'elle voulait réellement et ce qu'on lui avait mis dans la tête au niveau émotionnel. Ce qui fait qu'elle a accepté qu'elle avait le droit d'être apaisée et de changer d'air, donc d'être au calme et de ne plus avoir à se battre, que ce soit dans sa vie privée ou au niveau de sa vie financière. Alors bien évidemment, ça a demandé un peu de travail parce que accepter et comprendre que nous avons des mécanismes d'auto-sabotage sur le plan du travail ou au niveau financier alors que ça criait à la maison, c'est pas une chose aisée. Mais pour approfondir ces explications, on rentre dans le cerveau parce qu'on a les neurosciences qui viennent nous expliquer l'auto-sabotage. Comme vous le savez, le cortex préfrontal, qui est la zone du raisonnement et du contrôle, et c'est la zone qui est souvent éteinte ou moins active chez les personnes en situation de stress chronique. Résultat, les décisions rationnelles passent à la trappe. Pendant ce temps, l'amygdale, qui est l'alarme émotionnelle, elle est suractive, surtout chez les personnes avec des traumatismes ou un historique familial compliqué. Ce qui déclenche une réponse de survie face à des signaux perçus, et je dis bien perçus parce qu'ils ne sont pas forcément réels, comme menaçants, même s'ils sont neutres ou positifs. Et ça, c'est important de le retenir. Et pendant ce temps, l'hippocampe, qui filtre les souvenirs, peut être déréglé par un stress prolongé, ce qui va rendre difficile la distinction entre le présent et les souvenirs traumatiques. Donc vous voyez concrètement, votre cerveau, il va confondre parfois le bonheur avec un danger. Et il va préférer vous garder tout petit pour que vous restiez en sécurité, même si c'est au prix de votre propre souffrance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il sait très bien gérer
cette souffrance puisqu'il la gère depuis que vous êtes petit. Donc, il va vous raconter tout un tas d'histoires et mettre tout un tas de mécanismes en place pour rester dans ce que vous connaissez. Vous comprenez maintenant pourquoi, quand on change de compagnon, de compagne, et qu'elle est super sympa ou qu'il est super sympa, et qu'on avait l'habitude de se bagarrer, etc., pourquoi d'un coup on se met à vouloir créer des histoires, on se met à vouloir saboter le truc, et après on s'en veut, on se dit mais pourquoi je suis comme ça? Et ben voilà pourquoi. Et les recherches en neurosciences montrent aussi que le système nerveux autonome, composé du système sympathique et, pardon, et parasympathique, il peut rester bloqué en mode alerte. Donc ça rend toute nouvelle réussite perçue comme une menace. C'est fou quand même. Donc vous voyez, encore une fois, la santé mentale, c'est la santé cérébrale. Et ça va venir expliquer les loyautés invisibles et les conditionnements familiaux. Voilà. Par contre, là, c'est là que ça devient délicat. Parce que le sabotage, il est souvent une question de loyauté inconsciente. Alors, imaginons, votre famille a traversé la guerre, la pauvreté, la honte ou la souffrance. Vos ancêtres, ils ont survécu grâce à certains comportements. Rester humble, ne pas attirer l'attention, se sacrifier pour les autres, eh bien, sans vous en rendre compte, vous avez intégré ces règles. Et donc, vous vous sabotez pour rester fidèle à cette histoire comme un héritage invisible. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique ou la mémoire transgénérationnelle. D'accord? On peut imaginer de la même façon que toutes les femmes de génération en génération ont vécu, des mariages forcés ou des mariages où elles ont été malheureuses, ou alors elles ont vécu en étant tout le temps en train de travailler très très dur. Et bien les femmes qui vont suivre, si ça n'a pas été réglé, dès lors qu'on va leur proposer quelque chose de plus doux, de plus simple, de plus calme, elles vont être en passe, mais réellement, de le refuser. Pourquoi? Pourquoi je serais libre, moi, alors que normalement, il faut travailler, il faut que ce soit dur, il faut qu'on souffre pour réussir, et il faut tout le monde, surtout que tout le monde voit notre souffrance. Et ça, c'est inconscient. Je vous donne l'exemple d'une femme qui est issue d'une famille où les femmes n'ont jamais osé s'affirmer. Elle va se reconnaître parce que elle est très heureuse, elle vient de finir son parcours thérapeutique et là elle est libre de chez libre. Elle rejetait systématiquement des hommes bien, des hommes disponibles émotionnellement, calmes, cool, sympas, etc. Et elle me dit, je ne comprends pas, elle me disait pardon, je ne comprends pas pourquoi je m'ennuie à chaque fois que je rencontre quelqu'un de sympa. Donc elle s'ennuyait et donc elle allait au rendez-vous pour un café ou pour un déjeuner sans s'apprêter, délibérément, elle se voyait faire. Et par contre, la dernière leçon qui l'a poussée à entrer en thérapie, c'était un homme hyper indisponible, hyper méchant, hyper contrôlant et surtout hyper manipulateur. Où là, elle a plongé parce que vraiment, il l'a emmené dans les méandres de sa propre indignité à lui, il l'a embarqué avec. Et là, elle s'est dit, c'est trop. Elle a énormément souffert. Et elle ne comprenait pas pourquoi elle s'ennuyait lorsqu'elle était avec quelqu'un de bien et pourquoi à chaque fois, elle acceptait d'être malmenée. Et dans son parcours, on s'aperçoit que sa mère a été malmenée par son père, qu'elle a été trompée, qu'il y a eu un enfant né hors mariage, c'est-à-dire avec une autre femme, qu'il y a eu également des tromperies, elle a des tantes, des cousines qui ont dû lutter pour être acceptées. En fait, l'amour était chaotique. Il fallait toujours qu'il y ait un combat. Ce qui fait qu'à l'intérieur d'elle-même, elle ne savait pas que les relations avec des hommes pouvaient être calmes. Donc, le calme, c'était une source de danger pour elle. Elle allait s'ennuyer. Dès qu'on a rétabli les choses, elle a accepté petit à petit déjà de changer de cercle, d'avoir un entourage qui est calme, de mettre à distance émotionnellement ce qui se passe
dans la famille, parce que ça ne lui appartient pas forcément. Elle n'allait pas pouvoir régler tous les problèmes de toutes les personnes qui composent sa famille. Mais par contre, les siens, elle avait un pouvoir dessus. Et à partir du moment où elle a compris et conscientisé qu'elle avait un pouvoir de création ou de sabotage dans sa propre vie, tout a changé. En réalité, son chemin a été d'apprendre à honorer son histoire tout en construisant sa propre voie. Parce qu'elle, elle pensait inconsciemment que c'était comme ça qu'il fallait avoir sa vie, la vivre, en fait qu'il fallait surtout la subir. Et à partir du moment où elle a honoré cette histoire, qu'elle a respecté l'histoire qui l'avait précédée et qu'elle lui a dit au revoir, ça c'est métaphorique, qu'elle a pensé ses blessures, eh ben elle s'est sentie mieux et elle a accepté d'être valorisée, d'être honorée, d'être respectée dans la bienveillance, comme elle le fait avec les autres. Et ça, je trouve ça magnifique, parce qu'elle s'est réconciliée avec elle-même. Alors vous allez me dire, mais comment on sort de ce cercle vicieux? Comment on s'en libère? Eh bien, il faut d'abord prendre conscience du sabotage. Il faut accepter qu'on est dans le sabotage. Plus vous allez nommer ce que vous faites, plus vous allez reprendre du pouvoir. C'est comme repérer un virus dans un ordinateur. Et alors, je vous donne un exemple hyper flagrant d'auto-sabotage. Ce sont les gens qui prennent rendez-vous en thérapie et qui ont toujours un problème de dernière minute. À un moment donné, ça va être la météo. Après, ça va être le travail. Après, ça va être les enfants. Après, ça va être une copine qui va pas bien. Après, ça va être la gestion Internet. Ça peut être, je sais pas moi, Mercure rétrograde. Vous voyez? Ça, c'est typique. Eh bien, il faut s'armer de patience. The McDonald's snack wrap is back. You brought it back. Ranch snack wrap. Spicy snack wrap. You broke the internet. For a snack. Snack wrap is back. Ba-da-ba-ba-ba. Et leur faire comprendre tout doucement qu'ils sont dans l'auto-sabotage et qu'il faut avoir de la discipline et de la consistance pour se débarrasser de l'auto-sabotage. D'accord ? Il faut également, deuxième point très important, après la prise de conscience, c'est comprendre l'origine. Il faut explorer son histoire, sans jugement, pour identifier les peurs et les loyautés qui vous animent. Et quand je dis sans jugement, c'est très important, parce qu'on peut être plein de colère. Et c'est normal. On peut être plein de ressentiments. Mais nous, notre rôle, c'est de vous inviter à explorer votre histoire avec un autre angle de vue et pour vous apaiser. Parce que imaginez si on vous dit « Ouais, il faut juger, un tel est comme ci, un tel est comme ça », ben vous en sortez jamais. Et l'idée, c'est de comprendre l'origine. C'est pas d'être dans le jugement. D'accord ? Ensuite, troisième point, qui est très important, et je vous le rappelle, je pense tout le temps, chaque semaine sur Instagram, c'est de travailler le système nerveux. Vous n'avez pas le choix. Si vous voulez avoir une bonne santé mentale, il faut avoir une bonne santé cérébrale. D'accord ? Donc, la pratique la plus connue, c'est le MDR. D'accord ? Aux États-Unis, c'est systématique. Les gens qui sont en choc post-traumatique, simple ou complexe, ils font de la thérapie EMDR. Et alors, les Américains, vous les connaissez, eux, c'est des thérapies EMDR qui peuvent durer 10 mois. Et alors, ils y vont chaque semaine. Il y a également la cohérence cardiaque, il y a la méditation, il y a la thérapie somatique qui va vous permettre, tout ça, ça va vous permettre en fait d'apaiser votre alarme interne. D'accord ? Et travailler le système nerveux, c'est aussi le nourrir. Et ça, je vous en parle aussi tout le temps. Le nourrir par l'apport de bons acides aminés, ceux dont vous avez besoin à ce moment-là. Parce que si vous prenez de la vitamine D, alors que vous avez le système nerveux central qui est en branle avec un excès de cortisol, ça ne va rien faire. D'accord ? Et si vous prenez des acides aminés qui sont pas, où la concentration elle est pourrie,
c'est pareil, ça va rien faire parce que vous allez le griller automatiquement. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous recommande certains laboratoires parce qu'ils ont une super concentration. Et alors en France, c'est hyper légiféré, les concentrations, etc. En Belgique aussi, au Luxembourg, je pense au Luxembourg et à la Belgique, parce que, comment dire, le laboratoire La Royale, qui fait que des plantes, c'est hyper concentré. Ils travaillent avec des macérats de fleurs, avec des bourgeons, etc. Et il y a un résultat qui est hallucinant. Et puis il y en a un autre aussi que je vous conseille à chaque fois, c'est NHCO. NHCO. Ceux que vous trouvez en parapharmacie qui sont à des prix du style 5-7 euros, je sais que ça vous attire, mais ils ne sont pas assez concentrés. Surtout quand on est en surmenage, quand on est en débordement, quand on est en surrégime, etc. C'est pas assez concentré. Donc il vaut mieux avoir une cure de 2 mois, voire 3 mois, avec, des concentrations hyper fortes, plutôt que de devoir toute l'année reprendre. Et je vous assure que quand vous nourrissez bien votre système nerveux central et qu'à côté vous faites thérapie EMDR, en moins d'1 an vous êtes sur pied. Ça c'est clair et net, c'est sûr et certain, d'accord ? Sauf si vous avez vécu la guerre pendant 20 ans, ou sous occupation, ou si vous avez été torturé. Là, on est sur d'autres schémas qui sont hyper complexes. Mais sur des choses en fait que vous traînez, des rancœurs, etc., qui vous font avoir une vie d'autosabotage, vraiment, c'est hyper cohérent là ce que je vous annonce comme timing. 4e point, changez petit à petit les scripts internes. Chaque fois que vous faites un choix conscient d'avancer malgré la peur, vous allez réécrire le scénario dans votre cerveau. Et ça, c'est réel. Vous savez, délibérément, l'année dernière, j'ai délibérément demandé à des femmes qui avaient été victimes de violences conjugales de faire un trajet de 20 minutes dans Paris pour me rejoindre. Il faut voir dans quel état elles étaient. Parce que ce sont des femmes qui, pendant des années, n'ont pas eu la liberté d'aller et venir, de penser, d'avoir un libre arbitre. Elles étaient chronométrées pour la plupart, elles étaient violentées, c'était le jour, la nuit. Et il y a une femme en particulier qui était tétanisée, qui m'a dit « Mais comment je vais faire ?» C'est pas qu'elles ne savent pas prendre le bus ou le métro, c'est qu'elles n'avaient pas l'autorisation interne de le faire. Et je leur avais laissé la possibilité de ne pas venir, parce qu'il était important qu'elles aient le choix dans le parcours thérapeutique. C'est hyper important dans ces cas-là. C'est pas vous êtes obligé de venir, vous êtes obligé de faire les 20 minutes, etc. Non, pas du tout, puisqu'on leur a toujours retiré leur libre arbitre, leur pouvoir de décision. Là, elles avaient vraiment avec moi la liberté de me dire je ne peux pas le faire, venez me chercher, d'accord ? Mais elles ont vite compris l'intérêt de le faire, de prendre le métro, de marcher dans la rue, de venir jusqu'à moi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au niveau de la neuroplasticité, elles ont mis des informations dans leur cerveau qui me permettaient de réécrire quelque chose de nouveau. Vous voyez ? Donc c'est pas anodin. Dans le parcours thérapeutique, il y a plein de choses qui vont changer la grande image, d'accord ? Et ça, on peut se dire, un trajet de 20 minutes, c'est un petit pas. C'est un énorme script dans le cerveau d'une personne qui a été traumatisée, qui a été violentée pendant des années. Vous voyez ? Donc ça, je tenais à vous le préciser parce que, vous savez, il y a des gens qui ne peuvent plus sortir de chez eux. Il y a des gens qui n'arrivent plus à se lever de leur lit. Donc lorsqu'ils arrivent à se lever, ils changent le script à l'intérieur de leur cerveau. Et ça, je trouve ça fabuleux, mais il faut en avoir conscience, c'est réel. L'impact de chaque petit pas que l'on fait va changer le script à l'intérieur de nos cerveaux, d'accord ? Et 5e point, c'est faire alliance avec sa part qui nous sabote, d'accord ? Il faut faire alliance. En fait, la part qui vous sabote, c'est pas votre ennemi. C'est un garde du corps, mais un garde du corps fatigué. Et alors ce garde du corps, il faut l'écouter, le remercier, et puis il faut l'inviter à aller prendre des vacances.
mais des vacances loin, très très loin de vous. Voilà. C'est comme si en fait vous aviez quelqu'un avec vous qui est tout le temps fatigué. Et vous allez lui dire, je te remercie, mais là tu es fatigué, il faut que tu ailles te reposer. Et quand tu iras mieux, tu viendras me voir, mais on parlera différemment. Faire alliance avec sa part qui sabote, c'est apprendre à aimer, à honorer et à respecter une partie de soi. C'est se dire, ah tiens, cette partie-là de moi, elle fait n'importe quoi, mais c'est pas grave. Je vais m'en occuper, je vais lui parler et on va voir ce qu'on va pouvoir faire ensemble. D'accord ? L'autosabotage n'est pas votre ennemi, c'est votre garde du corps qui est fatigué et qui obéit à une partie de vous qui est inconsciente. Donc on est dans la logique. Et dans la logique, il faut faire alliance. D'accord ? Donc, on récapitule. Grand 1, prendre conscience du sabotage. 2, comprendre l'origine. 3, travailler le système nerveux. 4, changer petit à petit les scripts intérieurs. Et 5, faire alliance avec la part qui sabote. Je vous donne un exemple. C'est un homme qui, toute sa vie, a vécu avec la peur de ne pas être à la hauteur. Il sabotait sans cesse ses relations et ses projets par crainte de la déception. Avec une mère très, très, très intrusive. D'accord ? Et donc une mère qui voulait impérativement que son extension à elle, ici narcissique, soit exactement comme elle avait décidé qu'elle soit. Et bien cet homme en thérapie, il a appris à dialoguer avec sa part saboteuse. Il s'est rendu compte qu'elle voulait juste le protéger d'une blessure profonde, à savoir celle que sa mère lui avait infligée. Et aujourd'hui, il avance de manière plus légère, encore avec des pas hésitants, mais libre. Et chaque succès, même petit, c'est une victoire sur ses peurs. Parce que c'est une personne qui, pour dépasser cette part saboteuse, buvait énormément. Et je vous assure que sortir de l'enfer de l'alcool, c'est pas une chose facile du tout. Alors imaginez la culpabilité avec l'alcool, l'enfer d'être l'objet d'un parent narcissique, le travail qu'il a dû mener pour en arriver là. Mais aujourd'hui, même si les pas y sont hésitants, ils sont là et surtout ils sont empreints d'une liberté qui est en train de se consolider jour après jour et minute après minute à chaque fois qu'il va faire quelque chose pour lui. Vous comprenez donc que ce sabotage, c'est pas une fatalité, c'est un message, un langage du corps et de l'esprit et vous pouvez le comprendre, vous pouvez l'apaiser et petit à petit reprendre votre place entière, celle que vous décidez en réalité. Et d'ailleurs, votre place, elle peut changer tout au long de la vie. On n'est pas des robots, nous ne sommes pas figés. On peut changer tout au long de sa vie, d'accord ? Évoluer. Ceux qui disent aux autres, surtout ne change pas, vraiment, c'est des saboteurs. Ou alors qui disent, oh, vraiment, t'as changé, hein ? Vraiment, t'as changé, on ne te reconnaît plus. Mais justement, le travail thérapeutique, c'est pour évoluer et pour pas qu'on me reconnaisse. Justement, parce que je n'aime pas, en fait, ce que j'étais avant. Ça m'a fait souffrir. C'était trop douloureux, trop lourd à porter. Et aujourd'hui, je suis plus libre. Donc, vous voyez, reprendre votre place, c'est reprendre votre place à l'intérieur de vous-même, mais aussi dans le microcosme qui vous entoure. Et en général, le microcosme, il a des difficultés à accepter qu'on change. Hein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que peut-être qu'ils ont un chemin aussi à entamer. C'est un chemin qui est long et qui est parfois douloureux, d'accord ? Mais il est tellement porteur d'espoir, parce qu'au fond, vous n'êtes pas votre sabotage. Le sabotage n'est pas votre identité. Vous êtes cette force qui le dépasse, qui grandit et qui ose. Alors peut-être là, quand vous m'écoutez, vous vous dites non, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Si, bien sûr que si, moi j'y crois. Moi je crois en vous, je sais que vous pouvez y arriver. Petit à petit, pas après pas, minute après minute. D'accord ? Rome ne s'est pas faite en un jour, comme on dit. Eh bien vous, c'est pareil. Et la personne que vous voulez définir, ça n'appartient qu'à vous. Alors si vous vous reconnaissez dans ces schémas,
pas de panique. Vous n'avez pas raté votre vie, vous avez juste appris à survivre dans un monde où c'était parfois dangereux d'être soi-même, mais maintenant vous avez grandi. Vous avez des outils, du recul, des ressources et surtout, vous avez le droit de changer les règles du jeu. Vous avez le droit de briller sans vous brûler, vous avez le droit d'aimer sans vous perdre, vous avez le droit d'avancer même si ça tremble encore un peu. Et le saboteur en vous, il n'est pas là pour vous empêcher de vivre, il est là pour vous rappeler que vous pouvez faire autrement, avec douceur, avec audace et surtout avec fierté. Alors moi, je vous invite à vous choisir, même si ça vous fait flipper, même si vous êtes complètement apeuré. Trahissez vos anciens schémas et souvenez-vous que vous n'êtes pas en train de vous perdre. Vous êtes juste en train de devenir vous-même.